Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Parlons d'Europe. Donc, je reçois Pierre-Yves Monjol. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour. Alors, vous êtes professeur de droit de l'Union européenne, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, à l'Université François Rabelais. Et nous allons parler ensemble aujourd'hui du marché intérieur. Parce que le marché intérieur, tout le monde en parle, mais finalement, peu de gens le définissent et je ne suis pas sûre qu'on parle tous de la même chose quand on pense marché intérieur. Alors, ma première question, elle est assez basique. Le marché intérieur, c'est quoi ? Oui, non, ce n'est pas une question basique. Il faut effectivement revenir à l'essentiel. Je le redirai peut-être aujourd'hui, mais durant la campagne présidentielle, nous avons beaucoup parlé de l'Union européenne, soit de manière positive, soit de manière plus virulente et négative. Et au fond, au cœur, ce qui était en jeu, enfin un des éléments, c'était bien sûr le marché intérieur. Or, effectivement, c'est la question que vous posez, est-ce que l'on a pris le temps, lors de cette élection, de présenter le marché intérieur, de le définir? J'en suis pas tout à fait sûr. Alors, le marché intérieur, d'abord une première remarque très, très générale, faut bien comprendre que c'est absolument indétachable, indissociable de la construction communautaire, dès le départ, j'y reviens dans un instant, et aujourd'hui indétachable du projet économique de l'Union européenne. Bon. Donc ça concerne l'Union européenne. Ça concerne l'Union européenne, voilà, ça concerne fondamentalement l'Union européenne, ce marché intérieur. Alors le premier marché qui d'ailleurs ne s'appelle pas marché intérieur, mais marché commun, qui va être mis en place, c'est au moment de la CECA, du charbon et de l'acier, où les 6 États fondateurs mettent en commun tout simplement leurs richesses, leurs ressources économiques, et qu'ils peuvent exploiter ensemble. Bon. Et puis c'est surtout en 1957 qu'un autre marché commun va voir le jour. Cette fois-ci, on n'est plus dans le domaine du charbon et de l'acier, mais ce qu'on appelle le marché commun économique, où là, et là aussi je vais y revenir, vont être concernés 4 secteurs fondamentaux. La libre circulation des marchandises, ce qui était déjà le cas pour la CECA. La libre circulation des personnes, je vais revenir là-dessus. La libre circulation des services et la libre circulation des capitaux. Alors, retenons quand même qu'il y a eu une évolution dans la terminologie. Jusque dans les années 80, on parle de marché commun. C'est quoi le marché commun au fond ? C'est un marché économique, mais dans lequel existent, alors c'est vrai, tout à fait au début des années 70, encore quelques restrictions, quelques barrières. Subsistent encore des droits de douane, subsistent encore des restrictions quantitatives, des contrôles aux frontières, et ces barrières fiscales et ces barrières restrictives à l'importation ou à l'exportation vont totalement disparaître au début des années 70, très précisément en 68. Alors, je vous interromps une seconde, oui. Ça veut dire que le marché intérieur se définit par l'absence de barrières douanières. Exactement, oui. Tout ce qu'on produit dans un pays circule dans les 27 autres sans problème. C'est exactement ça. Et c'est en 1986, dans le cadre de l'acte unique européen, que nous allons assister à une concrétisation, une réalisation, alors sur 5 ans, ça devait être achevé en 1992, précisément du marché intérieur cette fois-ci. Et le terme marché intérieur fait son apparition. Et c'est ce que vous dites. C'est un espace économique sans frontières, donc un espace économique unique, composé territorialement, la base territoriale de tous les États membres, à l'époque des communautés, maintenant de l'Union européenne. Et c'est-à-dire qu'il n'y a plus de barrières fiscales, il n'y a plus de barrières aux douanes, de contrôle aux douanes. On considère que les marchandises, les personnes, les travailleurs, les services, les capitaux doivent circuler librement. C'est un grand marché. C'est un grand marché, voilà. Et donc, à partir de 1992, acte unique européen jusqu'à aujourd'hui, on a assisté à un renforcement, un développement sans cesse plus important, plus accru, précisément, de ce marché intérieur. Donc ça, c'est la base. Alors, si on décline les 4 composantes du marché intérieur, ce qu'on appelle les libertés économiques fondamentales dans l'Union européenne, nous avons tout d'abord la libre circulation des marchandises, qui est un point extrêmement important. C'est-à-dire qu'une entreprise française qui produit des biens, des marchandises, des machines, peut évidemment les vendre sur le marché national domestique, mais également les exporter dans n'importe quel État membre de l'Union européenne, dans les mêmes conditions qu'en France. Voilà. Concernant les travailleurs, enfin les personnes plus précisément, ce qui est au cœur de la libre circulation des personnes dans le marché intérieur, c'est la libre circulation des travailleurs salariés. Je suis un salarié français,
employé dans une entreprise française, je peux valablement chercher un emploi et travailler pour le compte, admettons, d'une entreprise italienne en Italie. Mais c'est aussi, toujours la libre circulation des personnes, la possibilité pour ce qu'on appelle les travailleurs indépendants, les professions libérales, un médecin, un architecte, que sais-je encore, ou peu importe, la possibilité de m'installer et d'exercer mon activité dans un autre État membre. Bon. À condition d'avoir les diplômes. Alors voilà. Alors après, bien entendu, ça a été le problème des médecins. Bien entendu, c'est une très bonne remarque. Pour les professions très réglementées, médecins, avocats, pharmaciens, dentistes, que sais-je encore, architectes, il y a des conditions de diplôme qui sont évidemment requises. Bon, ce qui nécessite de la législation européenne en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles. Nous avons la liberté de service, la libre circulation des services, c'est-à-dire que les entreprises, ou même d'ailleurs les personnes physiques, qui exercent une activité de service, peuvent valablement s'établir dans un autre État membre. Je suis une entreprise de nettoyage, admettons, nettoyage industriel, je peux valablement m'établir en Allemagne, en Italie ou en Espagne. C'est ce qu'on appelle la liberté d'établissement. Ou alors, si je suis plutôt dans une région frontalière, admettons en Alsace, eh bien je peux très bien, moi, entreprise française, exercer mes activités pour un client en Allemagne. Alors ça s'appelle ici la libre prestation de services, mais ça fait partie d'une même enveloppe, la libre circulation des services. Et puis enfin, la libre circulation des capitaux, on voit de quoi il est question, c'est la possibilité soit d'investir dans des entreprises non françaises, soit d'ouvrir des comptes bancaires dans n'importe quel État membre de l'Union européenne, dans les mêmes conditions qu'en France. Donc, la notion de marché intérieur, c'est évidemment un projet économique libéral qui est fondé sur 4 grandes libertés économiques, et avec cette idée que les règles doivent être identiques, communes, ne contenir aucune forme de discrimination ou aucune forme d'entrave qui rendrait compliqué l'exercice de ces activités économiques. Et c'est dans le cadre de ce marché intérieur que l'économie européenne s'est fortement développée ces 30 dernières années, quoi que l'on dise, quoi que l'on pense, c'est une réalité économique. Et il faut enfin peut-être ajouter un autre élément, qui est que l'Union européenne se caractérise fondamentalement, je dirais, par ce marché intérieur, mais ne se réduit pas au marché intérieur. C'est-à-dire que va s'ajouter au marché intérieur un certain nombre de politiques communes, la politique agricole, la politique de la concurrence, la politique des transports, la politique de l'environnement, par exemple, qui constituent autant de politiques, autant de leviers d'action permettant de compléter le marché intérieur. Donc c'est ça l'Union européenne, c'est d'abord solidement ancrer un marché économique dans les 4 composantes que je viens d'évoquer, et auxquelles s'ajoutent et viennent s'agréger des politiques publiques européennes, ce qui confère précisément à l'Union européenne quand même toute sa spécificité et sa singularité. Et sa force aussi. Et en même temps sa force, bien entendu. Oui. Alors, moi je reviens une seconde sur la libre circulation des capitaux. Oui. On n'a pas le droit, je crois, quand même de tramaler dans ses poches de l'argent, il y a une somme à ne pas dépasser. Des restrictions, parce qu'à partir du moment où la libre circulation des personnes implique la disparition des contrôles aux frontières, nous sommes des gens honnêtes, nous allons avoir quelques dizaines, quelques centaines d'euros dans nos poches. Mais évidemment, tout le monde n'est pas honnête, et certaines personnes vont profiter de ces facilités. Et évidemment, là, on est confronté à quoi ? Au trafic d'argent, c'est-à-dire la possibilité, effectivement, de transporter de l'argent issu de la drogue ou que sais-je encore, d'un État membre à un autre, à des fins de blanchiment, par exemple. Bon. Donc, effectivement, la réglementation suggère que l'on ne peut pas transporter dans ces sacs des centaines de milliers d'euros, bien entendu. Ce qui explique la nécessité de mettre en place, puisqu'il n'y a plus de contrôle aux frontières, des contrôles à l'intérieur même des États. Ça repose sur 2 leviers, la coopération policière, donc les échanges d'informations pour lutter contre le trafic, et puis la coopération judiciaire, de manière à pouvoir arrêter les personnes et les sanctionner en cas de fraude. Alors, merci déjà pour ce premier éclairage. Donc, on le voit, c'est une longue histoire, finalement, c'est le point de départ de la construction européenne. C'est ça. La CECA, c'était mettre en commun l'acier et le charbon, qui étaient les deux fers de lance d'une reconstruction militaire éventuelle. Oui. Et
Puis industriel, ouais, industriel, bien sûr, oui. et ne pas laisser l'un ou l'autre des protagonistes avoir tout. Avoir la main. Avoir la main. Oui. Donc, après ce terrible conflit. Donc, c'est une histoire qui a 37 ans, qui a 67 ans. Qui a 67 ans. 67 ans, oui, je rajeunis oui, l'Union européenne. 67 ans d'histoire. Ou 60 ans si on prend le départ traité CE, bien sûr. Mais c'est quand même effectivement un point de départ extraordinaire. Je ne sais pas si les premiers fondateurs avaient l'idée de ce qu'allait devenir ce marché intérieur. Une intuition, sans doute. Pensait-il que ça allait provoquer un tel développement économique et un tel enrichissement de nos économies? Ça reste évidemment à déterminer. Bon, néanmoins, et là c'est un bon conseil de lecture, il se trouve que je relis, je l'avais lu il y a très longtemps, les mémoires de Jean Monnet, qui sont absolument remarquables, où les intuitions que j'évoquais à l'instant, dans son esprit, sont des convictions en réalité. C'est-à-dire qu'il a compris assez tôt que la relance de l'économie européenne et de la paix simultanément passait précisément par une mise en commun des richesses, des économies, des administrations et des bonnes volontés politiques. Donc on est au-delà de l'intuition, c'est-à-dire que Jean Monnet, un des instigateurs de la construction communautaire, et de la première communauté, la CECA notamment, avait bien compris que le redressement de l'économie européenne passait notamment, peut-être pas exclusivement, mais par la fusion des marchés économiques, par la mise en place d'un marché commun qui va devenir un marché intérieur, seul levier de développement économique et au fond de pacification du continent européen. Oui, alors Jean Monnet, c'est quand même une personnalité, on pourrait peut-être finir avec lui, puis on fera une deuxième émission sur les réalités physiques du monde du marché intérieur. En termes de chiffres, qu'est-ce que ça veut dire? Donc Jean Monnet, peut-être un petit mot de conclusion sur Jean Monnet, parce que c'est quand même un des grands pères, un des grands pères, avec un G majuscule sans doute, de l'Europe. Avec Robert Schuman. Oui, Jean Monnet est quelqu'un qui a un parcours politique extraordinaire, notamment très proche du général de Gaulle, qui l'a accompagné au moment des premiers moments de la résistance. Mais surtout, c'est un négociant en cognac, alors ça peut paraître un petit peu anecdotique, mais qui très tôt dans son entreprise familiale va, s'exporter aux États-Unis et comprendre la réalité économique. Et Jean Monnet revient, en Europe, donc pendant la période de résistance, et conçoit précisément son projet économique au regard précisément de son expérience américaine. Alors évidemment, après les raccourcis sont faciles à faire en disant que la construction communautaire est un projet américain. Non, c'est évidemment beaucoup trop simpliste. Mais Jean Monnet, au fond, a cette double particularité. D'abord un intellectuel, quelqu'un d'extrêmement brillant, qui a des intuitions très fortes, qui a compris le monde tel qu'il était au moment de la Seconde Guerre mondiale et comment il fallait le reconstruire. Et deuxièmement, un homme de conviction avec des idées libérales clairement affirmées, mais qui a montré la voie, au fond, du développement économique européen. Merci beaucoup Pierre-Yves, et on vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette histoire du marché intérieur. Merci.